Donc bonjour à tous, Julien Andrieux, géographe au Conseil scientifique du parc, et on m'a demandé d'animer cette deuxième demi-journée qui, après celle d'hier, qui a avant tout exploré une dimension temporelle, va ce matin nous développer la dimension spatiale qui nous permet d'appréhender ce territoire à travers tous les travaux de cartographie qui en expriment les structures spatiales et les objets les plus géographiques, et ensuite qui nous amènera progressivement vers comment est-ce que ça se construit en territoire avec la relation avec les sociétés. Et donc pour commencer, Madame Laurie va nous présenter la géomorphologie. Je vais tout de suite donner les règles à tout le monde. Donc je ferai un petit signe à 10 minutes, c'est-à-dire à la moitié de l'intervention, puis à 5 minutes pour commencer à se rapprocher de la fin. Et je m'agiterai dangereusement au bout de 2 ou 1 minute avant la fin du temps. Donc je m'excuse d'ores et déjà auprès des intervenants bavards. Je vais essayer de les faire tenir dans le temps. Et je préviens tous les participants que pour les sessions de questions, faites signe et attendez qu'on vous apporte le micro avant de poser la question. Et pareil pour les intervenants, pour la réponse, attendez que je vous ramène le micro. Donc voilà, ça vous fait perdre une petite minute, mais ça permet d'enregistrer le tout. Merci à tout le monde. Bien. Chers amis, bonjour. Je suis tout d'abord... je tiens à remercier le Parc national du Mercantour de m'avoir invité à participer à ce colloque. 40 ans de recherche en Mercantour. Ça nous emmène fort loin. Je vais vous présenter ce matin le travail que j'ai effectué il y a une quarantaine d'années au Parc national, qui est à savoir la carte géomorphologique, et ensuite l'écriture d'un livre qui s'appelle La mémoire des paysages. Alors d'abord, de quoi parle-t-on? La géomorphologie est une branche de la géographie physique, complémentaire de la géologie, qui décrit et interprète les formes du relief, à savoir les gorges, les vallées, les crêtes, et les formations meubles qui les recouvrent, ainsi que les modes d'érosion qui les ont engendrés, qui les remodèlent constamment. Alors pour illustrer ce propos, j'ai choisi 2 photos prises également il y a une quarantaine d'années, à savoir le vallon du Salso Moreno, qui est un exemple type de l'influence de la structure de par les séries sédimentaires qui sont contrastées. Vous voyez en haut, peut-être pas très bien, une barre de calcaire dur qui chapeaute le versant et qui arme le paysage. Et en dessous, les marnes noires de la série sédimentaire du Malm. Et ce versant a créé des dégâts terribles en contrebas au hameau du Prat, qui a été en partie dévasté par des laves torrentielles. La photo du bas exprime en fait les formes et les formations qui résultent du travail de l'érosion, c'est-à-dire le modelé qui est lié en fait à des épisodes climatiques différents qui se sont succédés dans le Mercantour. Et là, il s'agit du vallon glaciaire que vous reconnaissez tous, bien sûr, le vallon glaciaire de Sanguinière, qui est sculpté dans les grès d'Anote, qui forment une roche très dure, qui arme le paysage et qui conserve très bien ses formes glaciaires. La carte géomorphologique faisait partie d'un vaste programme de cartographie du Parc national au 1/25 millième et au 1/100 millième. Ce travail avait été initié par le service scientifique de l'époque, dirigé par Jacques Claudin, ici présent d'ailleurs. Bonjour Jacques. Et donc ce travail de cartographie, le service d'ailleurs s'appelait Service Interprétation des milieux naturels, et ce travail de description systématique de l'espace parc servait en fait à répondre à des questions qui étaient soulevées par la gestion du parc. Il fallait faire un état des lieux, un inventaire de ce qui existait, et cet état des lieux nécessitait en fait des outils qui ont été développés pour à la fois localiser les écosystèmes et les facteurs agissant sur ces milieux. Donc ces cartes, il y en a une trentaine, il n'y en a pas une vingtaine, mais il y en a une trentaine, ont été éditées dans l'Atlas du parc. Cet atlas est paru en 2002, il a été révisé pro parte en 2013 et en fait permettent d'établir des scénarios qui ont pu être utilisés par le parc pour des objets divers et variés. Le lien, je reviens à la diapo d'avant, vous pouvez, par le lien Calaméo,
consulter cet atlas via Internet. Alors, comment ai-je procédé pour travailler la géomorphologie sur l'ensemble du parc? La carte géomorphologique est une carte au 1/25 millième. Elle a été réalisée entre 81 et 85 et elle couvre toute la zone cœur ainsi que quelques abords de la zone de l'aire d'adhésion. Alors, je disposais de quoi? Je disposais d'un jeu de photographie aérienne au 1/17 millième. Ce jeu de photographie aérienne, je les analysais en hiver avec un stéréoscope. Ça vous paraît certainement de la préhistoire. Mais bon, quand on fait du terrain, et c'était la phase au début du parc, on faisait beaucoup de terrain, on avait besoin d'aborder en fait de façon très précise les éléments de terrain qui étaient quand même compliqués. Parce que si l'on en croit Raoul Blanchard qui écrivait à propos de ces montagnes, l'on bute sur un bloc fermé, décomposé en une foule de petites cellules, à peu près imperméables, un des coins les plus clos, les moins aisément pénétrables que recèlent les Alpes occidentales. C'est tout vous dire que le terrain n'était pas si simple quand on aborde une cartographie d'ensemble du parc. Et puis il a fallu homogénéiser la légende avec des cartes géologiques qui n'étaient pas forcément, non pas jointives, mais avec des interprétations différentes entre les cartes. Alos, par exemple, et Barcelonnette n'avaient pas la même interprétation puisqu'elle a été élevée par des géologues différents. Et donc, j'ai eu quelques difficultés. Il y avait donc une grande diversité de roches, de modelés. Comment les représenter, à quelle échelle, pour quel timing. Mais je disposais malgré tout de travaux scientifiques qui étaient assez complets puisque Maurice Julian était professeur, avait fait sa thèse d'État sur les Alpes-Maritimes. Il enseignait à l'université de Nice. Et Maurice Jorda pour l'université d'Aix-Marseille. Ils m'ont soutenu dans mes travaux. La légende de la carte, je ne vais pas vous la détailler. D'ailleurs, on ne voit rien sur cette diapositive. Donc, je vais vous donner simplement les grandes lignes. La légende de la carte géomorphologique, il fallait en fait simplifier les cartes géologiques existantes, homogénéiser les légendes et ne relever en fait que ce qui pouvait être intéressant sur un plan de la gestion du parc et de la connaissance du terrain. Donc, j'ai classé, il y a 14 classes de roches suivant leur nature lithologique et les faciès, parce que les faciès peuvent varier d'une partie du parc à une autre, donc avec des faciès très résistants à l'érosion, d'une roche compétente, et passer par contre à des siltes, à des roches beaucoup plus tendres de l'autre côté du parc. Donc il y a 14 classes de roches qui vont des granites anatexites jusqu'aux flysch. Ensuite, il y a bien sûr les formes majeures du relief, avec une description des lignes de crête, la tectonique, et puis une partie très, quand même assez fouillée, même si c'est une carte géomorphologique de reconnaissance. La morphogénèse passée ou actuelle qui dépend du climat. Et donc ça peut intéresser le parc actuellement, puisque la préoccupation quand même, c'est le changement climatique aujourd'hui, et on peut, à travers les 15 derniers millénaires, avoir des traces des différentes formes d'érosion qui apparaissent un peu partout dans le parc. Alors, on a dans la morphogénèse passée les formes d'ablation glaciaire, les cirques, ensuite les formes d'accumulation, les moraines, construites ou non construites. Ça peut être des dépôts ou des moraines à l'avant du glacier. Et puis des cordons morainiques, les formes et les formations cryonivales et périglaciaires que sont les éboulis. Ensuite, les cônes d'éboulis, stabilisés, non stabilisés, les couloirs d'avalanche, les mouvements de masse et de solifluxion qui affectent bon nombre des versants après la période glaciaire. Les versants n'étaient pas stabilisés et donc il y a beaucoup de mouvements de masse qui affectent ces versants, de solifluxion, d'éboulement, d'écroulement, de chute de pierres, etc. Les formes et les formations qui sont liées aux eaux courantes, plus actuelles. Et puis, morphologie karstique. On a vu un exemple, mais je ne voulais pas commenter, c'est vrai, sur la doline du Salso Moreno. Ce sont des dépressions fermées qui se forment sur les gypses, qui sont des entonnoirs de dissolution.
et puis des dépôts de pente, formation de dépôts de pente indéterminés. Voilà la carte informatisée, l'exemple de la Haute-Tinée, celle que vous voyez dans l'atlas. Ça fait un patchwork de couleurs, mais à partir de cette carte, on peut... là, les couleurs à l'écran, en plus, elles ont vachement changé. Hein. Bon, donc je vous la commente très rapidement. La partie est du parc, ce sont les roches, les anatexites, du côté de Rabuon-Sténibre. On passe aux séries sédimentaires. Du côté de la Bresse et de Sestrières, ce sont les grès d'anote, et à chaque fois avec des formes et des modelés qui sont donc liés essentiellement aux glaciaires et aux périglaciaires, puisqu'une grande partie du parc est située en altitude. Alors, ce qui est intéressant à partir d'une carte qui est informatisée, c'est d'obtenir des cartographies plus simplifiées en croisant les données grâce au SIG, donc un système d'information géographique, ce qui permet en fait de réaliser des cartes en croisant un certain nombre de facteurs descripteurs tels que la flore, la faune ou les risques. J'ai pris 3 petits exemples. Les 3 exemples, c'est par exemple sur les éboulis marno-calcaires qui se trouvent près du col des Champs, on trouve la campanule alpestre. La Denise des Pyrénées pousse pas loin des aiguilles de Pelins sur des éboulis assez grossiers calcaires. Et sur les migmatites, on trouve la gentiane ponctuée en contrebas de Compagros, près de la station d'Isola 2000. Donc on peut identifier les habitats de ces plantes en tenant compte des conditions physico-chimiques du milieu, la taille des gélifras, les éboulis, etc., etc. Là, après, on peut, par exemple, deuxième utilisation concernant la géomorphologie, c'est localiser les paysages glaciaires et périglaciaires du parc. Ça peut être déjà 10 minutes. Bon, j'avance un peu. Carte des instabilités morphodynamiques au 1/25 millième. Ça, je l'ai levé à partir de la carte principale, qui permet en fait de connaître les zones à risque, les couloirs d'avalanche, les zones actives, moins actives, et d'établir... en fonction de, toujours pareil, des modes d'érosion et du climat, les facteurs d'instabilité sur les versants. J'ai illustré cette question-là en vous montrant un éboulis actif qui se trouve en Ubaye. Ce sont des cônes d'éboulis parcourus par des couloirs de ruissellement en contrebas d'un relief accusé, donc une falaise. Et ce sont plutôt des éboulis fins, en partie végétalisés à la base. Donc, on peut l'utiliser aussi pour croiser, connaître les habitats des bouquetins, les habitats de toute espèce, en croisant les données physiques du milieu avec soit l'animal, soit le végétal que l'on veut mettre en relief. On arrive à la deuxième partie, à la suite de la restitution donc, scientifique de mon travail, et compte tenu des missions également pédagogiques du parc. J'ai proposé à la direction à ce moment-là l'écriture d'un livre qui puisse faire connaître les paysages de terre et de pierre, comme je les ai appelés, pour éviter d'employer des mots grossiers, comme la géomorphologie ou la géologie, qui ne disent pas forcément grand-chose au grand public. Donc, la mémoire des paysages permet en fait d'observer in situ, à travers des randonnées, ce que l'on voit, ce que l'on peut observer, d'en savoir un peu plus. Donc, en suscitant la curiosité et l'émerveillement. Et puis, c'est une façon aussi pour les habitants des différentes vallées de prendre conscience de la singularité de leur territoire. Et puis, ce qui est important, c'est de faire comprendre la dynamique du vivant et des climats qui se sont développés. La dynamique du vivant, le vivant existe depuis 3,8 milliards d'années. Donc, c'est de montrer en fait l'épaisseur du temps et de prendre conscience que nous sommes inclus dans ce milieu-là et que pour le conserver, il faut essayer de le comprendre et de l'aimer. Alors, voilà comment j'ai conçu le livre. Alors, je me suis d'abord beaucoup inspirée d'une collection qui est sortie à cette époque-là, qui est une collection qui s'appelle la collection Découverte de chez Gallimard. C'est une collection qui s'adresse à un public adulte et qui, en fait, traite des monographies
tout en intégrant dans le texte principal qui court des histoires secondaires, des encadrés plus techniques, plus précis, qui élargissent le sujet et qui permettent d'avoir une compréhension plus large et plus vaste. Donc, cette collection découverte m'a beaucoup inspirée pour réaliser ce livre. Le chapitre 1, c'est un peu un voyage depuis 400 millions d'années dans l'espace du parc. Un voyage donc dans le temps, où le million d'années côtoie le millier d'années et l'actualité, qui puisse permettre en fait à tout à chacun de sentir justement cette épaisseur du temps et de là où nous venons. Et donc j'ai comparé les paysages à des décors de théâtre dont la scène principale se serait déroulée il y a fort longtemps, mais dont les éléments de décor ont en partie disparu. Il en reste des fragments, et à travers ces fragments, eh bien, on peut effectivement reconstituer la scène initiale. Le tout est dans le regard, il faut savoir observer et regarder. Le chapitre 2, donc après, s'articule. Tous les chapitres sont construits de la même manière, à savoir une photo, une accroche avec une localisation, un texte principal et plus que 5 minutes. Zut. Bon, ben je me dépêche. Donc les tourbières, des archives naturelles, la saga des anciens glaciers, Apocagypse pour le gypse, le rouge et le vert, etc., etc. Je ne lis plus, puis du coup, ça me fait perdre mon fil. Bon, donc une accroche, un récit. Donc le récit, c'est la campagne avec Jacques-Louis de Beaulieu, qui est palynologue, dans la tourbière et la Sagne de Jalorgues pour récolter du pollen fossile. Et donc à ce propos-là, alors après, il y a donc la saga des anciens glaciers avec une accroche sur le Gélas. Qu'est-ce que ça veut dire Gélas en patois? Et ça, c'est le Gélas en 1930. Donc ça veut dire qu'il y avait en 1930, sur le versant nord du Gélas, un glacier. Apocagypse, c'est le récit de la catastrophe de Roquebillière-Belvédère en 1926, qui a englouti une partie du village et donc qui s'est réalisé sur les gypses. Et là, avalanche de sable et vagues de grès, c'est la formation extraordinaire des grès d'anote par avalanche sous-marine au fond des océans. Donc les sables amenés par les fleuves forment tous les 100 000 ans quelquefois des avalanches gigantesques qui viennent sédimenter au fond et qui forment les très grands bancs qui se trouvent du lac d'Alos. Bon, je me dépêche. Donc, qu'est-ce qu'un grain de pollen? La reconstitution à 3 époques différentes de la vallée des merveilles que Jacques-Louis de Beaulieu avait sondé également avec la tourbière, la Sagne du lac Long inférieur. Je me dépêche. La saga des anciens glaciers, la reconstitution de la vallée de la Vésubie à l'époque du Wurm, alors qu'il y avait 100 mètres de glace d'épaisseur du côté de Saint-Martin-de-Vésubie. Mais ce n'était pas énorme par rapport à la Tinée qui en avait 450 et l'Ubaye 600, ce qui veut dire qu'effectivement les paysages il y a 20 000 ans étaient bien différents, le niveau de la mer également. D'ailleurs, à cette époque-là, on savait déjà, en fait, d'après la théorie astronomique, que s'il n'y avait pas un réchauffement lié à l'humain, eh bien on s'acheminait vers une période plutôt glaciaire. Mais si le taux de CO2 augmentait, eh bien c'était entre 1 et 4 degrés d'ici 2030. Je l'ai écrit, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je me suis basé sur des écrits scientifiques qui existaient à cette époque-là. Et donc on savait déjà que le climat pouvait changer du fait de nos activités humaines. Donc je passe. Le glacier de la Vésubie ne dépassait pas au Wurm le verrou de l'Antosque. Parce que comme il est orienté vers le sud, eh bien, il faisait trop chaud, même s'il avait des émissaires importants dans les Hautes-Vallées, il n'allait pas au-delà de l'Antosque. Je me dépêche, les glaciers rocheux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, parce que c'est un individu qui aime le froid et le gel. C'est une formation périglaciaire qui a besoin d'un climat de type arctique pour se développer le long des versants. Au pied des éboulis, il peut former des bourrelets, des cordons. Et dans les formes les plus amples, comme au-dessus du lac d'Alos, il peut aller jusqu'à 500 mètres de long. Et donc, j'ai organisé une campagne de terrain avec Denis Fabre, qui est géologue et ingénieur à l'IRIGM de Grenoble,
pour faire une campagne de résistivité électrique et voir s'il existe encore du sol gelé, un cœur gelé au sein du glacier rocheux au cirque nord du Pelat. Donc ça serait intéressant de voir aujourd'hui effectivement s'il y a toujours, avec le réchauffement, s'il est actif ou plus actif. Là, voilà la répartition des paysages glaciaires dans le parc. Et puis la vallée de la Gordelasque avec une analyse fouillée des formes glaciaires qui existent. Oui, je me dépêche, 1 minute. Bon, je vous passe les hommes, parce que dans tous les chapitres, il y a toujours une part humaine. La biodiversité, ce n'est pas que les animaux et les végétaux. L'humain fait partie de la biodiversité. Et donc, il y a toujours l'utilisation par l'homme, par exemple, des restants qui sont en vallée de la Tinée, utilisés pour les prairies. Puis, bon, une incursion dans le passé. Bref, j'aurais juste le temps de parler du gypse. Le gypse est une roche très soluble. Et donc, elle est responsable de cette catastrophe de Roquebillière Belvédère. L'utilisation du gypse dans la vallée de la Vésubie avec l'usine près de Lantosque, qui employait 24 ouvriers, la plus petite des unités Lafarge, qui fabriquait des carreaux de plaques et qui exploitait la carrière de gypse qui est juste en haut. Je me dépêche. Montagne de grès et avalanche de paroles. Non, et avalanche de sable. Je me dépêche encore. Bon, je vous ai dit l'essentiel, le voyage d'un grain de sable, comment on arrive au microscope électronique à savoir quel est le mode d'érosion qui a prévalu et la route qu'a utilisé un grain de sable pour se déplacer. Pourquoi l'Institut français du pétrole était intéressé par la modélisation des grès d'anote, donc avec une étude auprès des canyons sous-marins du Cap Ferret, où il peut y avoir des réservoirs potentiels de pétrole. Donc, ils font des études dans des milieux analogues en altitude et ils ont utilisé la modélisation des grès d'anote pour cela. Enfin, les retombées du livre. Les retombées du livre ont été... J'ai pris quelques exemples scientifiques, puisque Denis Fabre, Michel Evin et Alain Assier ont continué à sonder des glaciers rocheux. Il y en a 200 dans le parc, des glaciers rocheux, mais ils ont continué dans les Alpes à étudier les glaciers rocheux. Ensuite, retombée grand public, il y a une exposition qui a été réalisée en 93 ou 94, je ne m'en souviens plus, par le parc du Mercantour sur la mémoire des paysages. Et puis la formation des gardes moniteurs sur le terrain pour une restitution grand public. Là, c'est Claude Kerkhove, qui est un géologue et qui a étudié toutes les montagnes de l'Embrunet-Hubaye, qui l'a cartographié. Il est très spécialisé sur les flyschs. C'est très compliqué, ce sont des nappes de charriage immenses qui ont traversé quelquefois à sec les massifs. Et donc Claude Kerkhove a formé les gardes. Et puis moi, à titre personnel, j'ai développé aussi une compétence sur les observatoires photographiques de paysages, ce qui m'intéresse beaucoup parce qu'on peut prendre de façon récurrente à des moments différents des paysages pour voir leur évolution, soit lente, soit rapide, soit du fait humain ou du fait de la nature elle-même. Voilà, je vous remercie. J'ai mis quelques photos complémentaires pour illustrer mon propos. Le village de Péonne adossé au pénitent, c'est quand même assez singulier. Et puis, dans la Tinée en dessous, une grange qui a peut-être disparu, je ne sais pas. Le petit col du Talon, près du Sémet. Et puis, cette restanque merveilleuse avec ce paysan et son chien. Donc merci beaucoup, c'était très intéressant. Avec les quelques minutes de retard d'entrée dans la salle et le petit débordement de temps, on va avoir juste 4 ou 5 minutes de questions. Donc à la salle. Bonjour, Aymeric Saulnier, chargé de projet géotouristique, on va dire. Bonjour tout le monde. Voilà, vous avez décrit dans la morphogénèse selon le climat les modelés karstiques. Et vous avez dit que vous aviez un seul descriptif. J'aurais aimé savoir pourquoi un seul descriptif. Est-ce que c'est qu'il y a trop de complexité dans les modelés karstiques ou c'est un manque de moyens, de temps? Merci.
En fait, non, il ne s'agit pas forcément de difficultés d'appréhension d'un modelé karstique, mais souvent c'est à une très grande échelle qu'on peut le cartographier. Une doline, ça occupe très peu d'espace. Donc on peut effectivement, quand les affleurements de gypse ne sont pas si nombreux dans le parc, il y en a du côté de la Vésubie, il y en a dans le Salso Moreno, mais il y a peu de, par exemple dans les modelés karstiques, les lapiers occupent des petites surfaces, donc c'est vrai que je ne les ai pas cartographiés parce que je me suis... la difficulté dans la cartographie, c'est d'homogénéiser la carte et de ne pas avoir des petites pattes de mouche un peu partout qui sont incompréhensibles pour le lecteur. Donc je l'aurais fait effectivement dans un carton simplifié, dans une thématique simplifiée, selon les besoins du parc, en identifiant des zones de gypse, par exemple, et puis en allant plus à fond dans le détail. C'est une question d'échelle. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Nathalie Siffer, tu parlais de 200 glaciers rocheux dans le parc. Est-ce que tu penses que ça aurait un sens de réinterroger ces données maintenant pour faire une mise à jour, ou est-ce que ce serait possible pour voir comment ça a évolué? Ça a certainement évolué. Alors, les 200 glaciers rocheux, certains sont inactifs depuis très longtemps, comme celui d'Alos, comme celui qui est en bas de la Bonnette. Mais ça peut effectivement être intéressant pour valoriser sur un plan touristique et de paysage, de compréhension du paysage, parce que ça se voit bien, ça fait quelquefois comme des guirlandes, des colliers de pierres et de pierrailles et de blocs. Mais par contre, dans les glaciers rocheux actifs, c'est celui du Pelac qui était actif. Donc ça serait intéressant effectivement de mener de nouveau une campagne de terrain pour vérifier s'il y a toujours un cœur de glace. Ça, c'est possible. Denis Fabre continue de travailler sur ces questions, donc on peut organiser cela, il n'y a pas de souci.